Comme je raconte souvent, j'ai vu des groupes qui étaient bien meilleurs que les Clash, ou que U2, ou que tous ces groupes, sauf que le problème, c'est qu'ils n'ont pas duré. Il y a des groupes, s'ils avaient tenu un temps soit peu, ils seraient devenus très connus, sauf que voilà, pour une raison ou pour une autre, ils ont splitté. Peut-être parce qu'ils ne s'étaient pas mis d'accord sur qui faisait la vaisselle dans le squat, et le groupe a explosé, alors qu'ils étaient géniaux. Donc il n'y a pas de plan préétabli, quoi. Ce qui vous frappe en arrivant en Angleterre, c'est la simplicité des rockers anglais. Je cite une phrase dans le film. Si vous citez, c'est que je l'ai dit. En tout cas, moi j'ai trouvé que tous ces gens-là, ils étaient bien ouverts et qui m'ont accepté très facilement. Aussi, je disais pas que j'étais français, je disais que j'étais corse. Peut-être que ça a aidé, non, je rigole. Ce que je veux dire, c'est que les mecs... je me suis dirigé assez simplement vers des gens de mon âge, des jeunes, et ces jeunes-là qui avaient envie de faire de la musique, tous ces jeunes qui ont envie de changer quelque chose, c'était ces punks. Et je m'y suis bien trouvé, ils avaient l'air de s'éclater, et moi je voulais m'éclater comme eux, quoi. Ils se régalaient. Quand je pense qu'ils n'avaient pas une thune, mais rien, quoi. Et la plupart, il y en avait qui dormaient dehors, etc. Mais ils s'amusaient plus que tout le monde. Et moi je voulais m'amuser, j'avais 24 ans. C'est ça que je voulais faire, je voulais être comme eux. Voilà, et eux, ils étaient très accueillants, et même ils me trouvaient exotique. J'étais un étranger, quoi. Mais, voilà. Et quand, 35 ans après, avec Lionel et Stéphane, vous retournez dans ce qui était le squat de Stewart Copeland, et que vous voyez qu'aujourd'hui c'est un appart de terreau, beau, malin, et qui coûte 3 millions de livres, c'est toute une vie qui a passé. Ouais, je pouvais vous raconter l'histoire de ce squat, parce que c'était dans un quartier magnifique à Green Street. Ce squat appartenait au manager de Mohamed Ali, Cassius Clay. Sauf qu'il y avait une meuf qui s'était mise à l'intérieur et il ne pouvait pas s'en débarrasser. Et donc il connaissait le père de Stewart et il lui avait dit « Qu'est-ce qu'on peut faire pour s'en débarrasser ?» Le père de Stewart a dit « J'ai une idée. Il y a mes enfants qui rament, qui sont à Londres. Si tu les laisses rentrer, crois-moi, c'est des fous. Au bout de 2-3 mois, la meuf, elle partira. » Et c'est exactement ce qui s'est passé parce que tous les jours, on lui faisait une tête comme ça avec la musique. Lionel et Stéphane, quand on filme le parcours d'Henri Padovani, on filme aussi, donc on en a parlé tout à l'heure, l'explosion d'une scène pop en Angleterre et ailleurs. À quel moment ou comment est-ce qu'on décide ou on sent qu'il faut faire aussi œuvre presque de sociologue, raconter aux jeunes d'aujourd'hui comment était un monde avant? Enfin, je ne crois pas que ça a été notre démarche absolue. Évidemment, on est quand même dans l'idée de faire un film et de le contextualiser. Et finalement, la contextualisation de ces choses-là, en fait, se fait quasi naturellement. En tout cas, elle se fait presque systématiquement, à la fois dans les rencontres, dans la façon dont on raconte la période et le moment, et évidemment à travers tous les gens qui ont vécu ce moment-là. Quand Miles Copeland, le manager historique de Police, qui est devenu par la suite associé d'Henry, avec lesquels ils ont fait IRS Records et ce type de choses. Quand Miles, lui, contextualise la chose en expliquant que voilà, c'est un mouvement de révolte et que les gens se trouvaient dans telle ou telle situation, c'est pas forcément une volonté absolue de notre part d'aller chercher une explication, mais quelqu'un comme Miles Copeland qui a vécu ça, en plus qui est quelqu'un plutôt du business. Donc c'est pas forcément, lui n'était pas forcément un des acteurs majeurs du punk. En revanche, lui connaissait suffisamment bien le mouvement et ses acteurs pour pouvoir aujourd'hui, ou 30 ans ou 40 ans plus tard, contextualiser les choses et les poser pour simplement les exposer aux yeux du spectateur. Henri Padovani, hier soir, j'étais très impressionné à l'idée de vous rencontrer, donc j'ai lu beaucoup d'entretiens de songwriters anglais et j'ai trouvé deux citations à laquelle j'aimerais vous faire réagir. La première, c'est celle de Suggs, qui était un des membres du groupe Madness, qui disait que, à force d'écrire des chansons, à force de les jouer, à force de les analyser, ça devenait presque impossible d'en écrire des nouvelles, ou en tout cas très compliqué. Je crois qu'il emploie le mot confusing. Est-ce que vous, au sein des différents groupes dans lesquels vous avez œuvré, à un moment on se heurte à l'idée de c'est dur de sortir d'un moule qu'on a inventé? Ça, c'est clair. Et surtout, encore une fois, je le redis, il ne faut pas chercher à analyser. Le rock, ce sont les journalistes qui l'analysent. Les gens qui font du rock, ils ne doivent pas. Et c'est vrai que souvent, il ne faut pas lire les critiques, il ne faut pas écouter ce que l'on dit de vous. Il faut continuer et faire ce que vous faites de mieux.
Il y aura des bons trucs, des mauvais trucs, mais il ne faut pas les lire, il ne faut pas s'adapter à la critique. Il faut continuer tout droit. Je le comprends tout à fait. Et bon, malheureusement, ben voilà, quoi, je veux dire, Madness, c'est une caricature du groupe qu'ils étaient à l'origine, et ils continuent à faire du Madness. C'était l'autre jour que j'ai vu les Dames, par exemple. Il y a toujours Captain Sensible avec son béret qui essaye de ressembler à un mec de 20 ans. Et Dave qui est encore le même. Mais bon, voilà, après on devient des sortes de caricatures de soi-même. Ça, c'est vraiment dommage. Mais bon, après, on revient toujours à ça. On peut l'analyser, on peut ne pas l'analyser. Ce qu'il reste à ces groupes, c'est de gagner leur vie. Et si on les paye pour faire du Madness ou faire une sorte de Madness sur scène, eh ben ils le font pendant 1h30, et puis voilà, et puis basta, quoi. Et ils gagnent leur vie de cette façon, puis ils font autre chose après. Alors, deuxième citation, Ouais. Damon Albarn, chanteur de Blur, mais aussi de carrière solo, a dit « La créativité est le résultat d'une série d'erreurs. » Ah, ne me dites pas que c'est trop intellectuel, hein. Et ben voilà, je peux plus répondre. Non, j'ai pas de réponse, parce que si je dis pas que c'est qui que non, tout à fait, la créativité n'est pas que la résultante de beaucoup d'erreurs, mais très souvent la créativité est un résultat d'erreurs, mais lorsqu'on écrit des chansons, il y a des choses qui viennent, des trucs, et des fois c'est quand on se gourre et qu'il y a un truc qui est inattendu. C'est vrai que comme toute chose, l'écriture musicale par exemple, on a l'habitude au bout d'un moment de faire les mêmes choses, les mêmes harmonies, on est imprégné de certaines choses. Et parfois, il y a des choses que l'on fait par erreur et qui nous amènent. Moi, souvent, j'ai écrit des chansons en jouant des chansons que je connaissais déjà, ou des chansons connues. Je crois que c'est John Lennon qui avait fait un livre qui s'appelait In My Own Words, dans mes propres paroles, quoi, qui disséquait ses chansons, et chaque chanson qu'il avait écrite, il disait, ce jour-là, je jouais une chanson des Everly Brothers, et là, cette suite d'accords m'a inspiré, mais boum, il vous balance la chanson que ça a inspiré. J'ai trouvé ça génial, parce qu'on a souvent peur soi-même de faire ce genre de truc et de se dire, mon Dieu, j'ai peut-être pompé quelque chose. Mais voilà, et c'est vrai que, voilà, on est là, on se gourre, oh, mais c'est vachement bien, ce petit si bémol après mon sol, alors que j'étais parti sur telle mélodie dans ma tête, boum, ça vous amène le truc. Dans ce cas-là, je pense que ouais. Et Damon Albarn a lui-même pompé la phrase, si je ne me trompe pas, Winston Churchill, qui disait « Le succès est la résultante d'une série d'erreurs. » Ouais, comme Winston Churchill a tout piqué à Confucius. Eh ben voilà, la boucle est bouclée. Non, je crois que c'est François Truffaut qui disait « L'ignorance est une grande force. Et en étant ignorant face à l'art, on peut être beaucoup plus créatif. » Votre première émotion musicale, Henri Padovani, c'est ce qu'on apprend dans le film, c'est une chanson qui s'appelle Negro Spiritual de Paul Robson. Et si j'ai bien vu le film, c'est votre papa qui vous l'a fait découvrir cette chanson. C'est-à-dire, mon père était féru d'opéra, il écoutait ça tout le temps à la maison, il écoutait des Negro Spirituals. Les Negro Spirituals, c'est un petit peu les chants religieux que chantaient les Blacks dans les églises. C'est justement ça, quoi, les trucs spirituals. Et il avait un disque de Paul Robson, je me rappelle, alors je ne sais plus comment ça s'appelait, je crois que ça s'appelait La Guilde. C'était une série de disques que des gens comme mes parents commandaient certainement par correspondance, vous savez, mais qui étaient synonymes de qualité. Et il avait le Negro Spiritual. Ce disque-là, d'ailleurs, je lui ai taxé. J'étais un petit peu embêté. Quand j'ai divorcé, ma femme a gardé tous mes disques vinyles. Je pensais l'avoir perdu. J'en ai retrouvé un autre dans une brocante. Et maintenant, j'ai retrouvé l'original de mon père. Donc, j'en ai deux. C'est Negro Spirituals, vous savez, ce sont les chansons. C'est Swing Low, Sweet Chariot. C'est Mount Zion. C'est My Lord, yes, my Lord is a witness, oh my Lord. Ce genre de trucs qui chantent dans les églises avec tout le monde qui reprend. Et une de mes chansons préférées, c'était Brother, Sister, Preacher, qui était une belle histoire, quoi, entre un frère, une sœur et un prêtre. Et il disait que ces gens-là lui avaient tourné le dos, quoi. C'était vachement bien. Et cette chanson m'est restée, quoi. Et des fois, je la joue sur scène. Quand vous avez monté les Flying Padovanis, vous avez découvert le goût pour la musique instrumentale. Enfin, découvert, en tout cas, mis plus en avant. Non, je l'ai découvert tout simplement. C'est-à-dire que, encore une fois, quand tout à l'heure parlais du pourquoi et du comment, après, c'est moi qui intellectualise, hein, vous allez me dire après. Mais... Je ne le dis pas, mais je le pense. Voilà, ouais, d'accord. Mais moi, quand je suis parti à Londres,
jouer de la gratte, mais je ne savais pas jouer de la gratte. C'est-à-dire, j'étais un guitariste, je savais tout faire, quoi, comme beaucoup de guitaristes. Quand j'ai joué avec Police, je ne savais pas ce qu'on devait faire. Je jouais de la gratte, quoi. Je devais jouer plus ou moins ce qu'on me disait de faire. Je mettais mon truc, voilà. Quand j'ai commencé à jouer avec Wayne County, and the Electric Chairs, j'ai commencé à jouer un petit peu ce qu'il fallait jouer sur la chanson. Et puis Wayne m'a fait écouter des trucs des années 60, des 60s, des groupes américains garage, les compilations Nuggets, tous ces trucs-là, et il m'a fait écouter les Ventures. Et quand j'ai écouté les Ventures, qui était un groupe américain d'instrumentaux, vous savez le fameux Walk Don't Run, ce genre de truc, j'ai dit mais ça m'a ramené en Corse quand j'allais